C'est mieux comme ça, non? Que vous soyez un fan hardcore ou juste curieux de découvrir les pépites comics qui ont marqué l'année 2024, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à découvrir ou redécouvrir des comics incroyables, car aujourd'hui je vous propose mon top 10 des comics sortis pendant l'année 2024. En effet, même si je n'ai pas eu que des lectures qui datent de l'année 2024, je précise que cette vidéo sera seulement centrée sur les comics sortis pendant l'année 2024. Et bien évidemment, c'est un top subjectif, ce n'est que mon avis, donc n'hésitez pas à faire votre propre top dans les commentaires. Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je voulais quand même vous souhaiter une très bonne année, puisque c'est tout simplement la première vidéo de l'année 2025, et j'espère la première d'une longue lignée quand même. Vous l'avez peut-être remarqué avec la petite intro, j'ai changé d'appareil photo, donc normalement la qualité est largement meilleure, même si pour l'instant je travaille encore à améliorer cette dernière, et il se peut aussi qu'en 2025, j'ai enfin mon décor qui va se mettre en place. On en reparlera très bientôt. Je vais essayer de revenir un peu plus de manière régulière, que ce soit au niveau des vidéos, mais aussi au niveau des shorts. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner. Et puis si vous êtes content de la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est la chose la plus importante. Enfin bref, on arrête de diverger et on passe tout de suite à mon top 10 des comics de l'année 2024. Et on commence ce top 10 avec un comics ou plutôt un univers récent. Et oui, je pense que vous voyez où je veux en venir. C'est sûrement la lecture que j'attendais le plus pendant l'année 2024 chez Panini Comics. Bien évidemment, vous l'aurez compris, je vais vous parler du nouvel univers Ultimate, puisque pour l'instant, l'univers Absolute chez la concurrence n'est toujours pas sorti. Dans cette nouvelle incursion dans l'univers Ultimate de Marvel, Jonathan Hickman propose une réinvention audacieuse et ambitieuse des origines des super-héros. L'histoire débute avec le créateur, une version alternative et sombre de Reed Richards, qui entreprend une mission radicale, remonter le temps pour effacer l'existence des super-héros. Dans sa vision dystopique, il considère les héros comme des catalyseurs du chaos et cherche à remodeler le monde selon ses propres idéaux. Tout ça s'est raconté dans Ultimate Invasion, sorti début 2024, et qui a aussi été pour moi une lecture très enrichissante. Et c'est avec ce statu quo que débute Ultimate Universe, un bimestriel regroupant l'ensemble des séries présentes dans cet univers. Nous découvrons alors un monde profondément altéré, avec un Peter Parker qui n'a jamais été mordu par une araignée radioactive et l'espoir que Spider-Man incarné n'a alors jamais vu le jour, Tony Stark toujours rongé par ses démons, qui aide un Thor captif à s'échapper d'Asgard. Au Japon, Hisako Ishiki, une jeune mutante, fait face à la découverte brutale de ses pouvoirs dans un contexte hostile, offrant un regard poignant sur la persécution des mutants. Pendant ce temps, en Afrique, T'Challa, le roi du Wakanda, est confronté à une décision déchirante. En effet, le Wakanda est au bord de la guerre contre Ra et Khonshu, deux puissants dieux égyptiens cherchant à imposer leur domination. 4 séries vraiment pour le moment très cool, avec de très bonnes équipes créatives. Chacune a une proposition très unique, et même si pour certaines comme Black Panther cela ne révolutionne pas grand chose, la qualité reste quand même au rendez-vous. Même si pour le moment on n'a pas énormément de liens entre les séries et on ne sait pas du tout où cela va nous mener, même en VO pour le moment, c'est encore très secret, même si on sait bien évidemment que l'univers Ultimate sera amené à rencontrer l'univers 616, l'univers classique. J'aime beaucoup pour le moment la construction de l'univers. En fait, pour l'instant, c'est vraiment prometteur, et même si je n'ai pas encore le recul nécessaire, puisque pour l'instant on n'a que 2 tomes sortis, je trouve que cet univers arrive plutôt à tenir ses promesses, ce qui lui permet de se hisser à la 10e position de mon top 10. Quand Urban Comics a annoncé l'arrivée de l'Energon Universe, j'étais très excité. Tout simplement parce que je suis très fan de Transformers, que ce soit des films, surtout les premiers, mais aussi des jouets. Quand j'étais plus petit, j'avais énormément de jouets Transformers, et c'est toujours une licence qui m'a plutôt plu. C'est une licence que j'ai toujours voulu découvrir en comics, mais jusqu'à présent, c'était plutôt complexe. Et bien maintenant, c'est chose faite grâce à la série Transformers, une série portée par le très grand Daniel Warren Johnson. L'histoire débute avec le crash de l'Arche sur Terre, entraînant la réactivation des Autobots et des Decepticons. Le conflit ancestral entre ces deux factions reprend, impliquant l'humanité dans une guerre aux conséquences dévastatrices. Les personnages humains, notamment Spike et Carly, jouent un rôle central, offrant une perspective humaine sur cette bataille titanesque. Un scénario qu'on pourrait qualifier de très basique, mais qui au final fonctionne vraiment bien, surtout quand l'auteur est l'un des meilleurs pour les relations humaines et les interactions entre personnages, notamment quand ça parle de famille. Ce qui est bien avec Daniel Warren Johnson, c'est qu'il arrive à renouveler la franchise tout en gardant son héritage. En plus, le gars, il est un peu partout, vu qu'il est au scénario, mais aussi au dessin, et du coup, il arrive à mettre au service ses dessins pour le scénario. Donc pour moi, c'est une série réussie, et plus généralement, un univers réussi, puisqu'on a Void Rivals,
qui est très très bon, surtout son tome 2, j'ai adoré, mais on a aussi Duke et Cobra Commanders qui permet d'étoffer cet univers, et on aura prochainement bien évidemment G.I. Joe et d'autres mini-séries qui arriveront. D'ailleurs, j'ai commencé G.I. Joe en VO et pour l'instant c'est plutôt très intriguant. Bref, si vous aimez cet univers, si vous avez envie de le découvrir, c'est vraiment pour moi un indispensable et c'est pour cela que je le classe à la 9e position de mon classement. Il fallait bien un petit polar du duo Brubaker-Phillips dans ce top, n'est-ce pas? J'ai trouvé cette année un peu plus calme par rapport aux années précédentes. Il y a quand même une œuvre qui a marqué mon attention et que je vais donc classer 8e dans ce top. C'est bien évidemment Là où gisait le corps, sorti chez Delcourt. L'histoire se déroule durant l'été 1984 sur Pelican Road, une rue paisible de Californie, où la découverte d'un cadavre sur un trottoir vient troubler la quiétude des habitants. Le récit adopte une structure chorale, explorant les perspectives de plusieurs personnages, une femme au foyer délaissée, une jeune fille se prenant pour une super-héroïne, un homme se faisant passer pour un policier, un détective privé à la recherche d'une fugueuse et d'autres encore. Chacun apporte sa vision des événements, tissant une intrigue complexe autour du mystère du corps retrouvé. Ce concept de vie entremêlée marche totalement sur moi, surtout quand chaque personnage est méticuleusement bien écrit par Ed Brubaker. Pour moi, la lecture est à la fois captivante qu'émouvante, et vraiment, il n'y a rien à jeter dans ce polar. Il y a même un petit côté Desperate Housewives, une série que j'aime énormément, donc rien que pour ça, je peux vraiment que vous conseiller la lecture de Là où gisait le corps, bien évidemment toujours pour public averti. Bon, si vous ne le savez toujours pas, il est temps que je vous avoue quelque chose en 2025. Mon scénariste préféré, c'est Jonathan Hickman. Et ouais, je trouve que c'est l'un des meilleurs créateurs et bâtisseurs d'univers. Quand il a un concept en tête, il le pousse à fond, et c'est le cas notamment de Gods, sorti chez Panini Comics, qui se trouve être mon top 7 des meilleurs comics de l'année 2024. Il va bien évidemment être très dur de résumer ce comics en quelques lignes, tant il a à nous apporter par sa lecture profonde et recherchée. Pour faire simple, Winn, unique avatar des pouvoirs en place, et Aiko, affilié à l'ordre naturel des choses, vivent une relation complexe marquée par leurs allégeances opposées. Leur histoire personnelle se mêle à une lutte plus vaste entre science et magie, menaçant l'équilibre du monde. Contrairement à d'autres œuvres présentées dans cette vidéo, on est ici sur quelque chose de beaucoup plus complexe et plus vaste, qui pourrait bien évidemment en déstabiliser plus d'un. Le seul reproche que j'aurais à faire, c'est qu'on ne reverra sûrement jamais ces personnages, et ça, c'est vraiment dommage. Winn est clairement devenu le Constantine de l'univers de Marvel, et honnêtement, j'aimerais beaucoup le revoir, car il est très charismatique. Bon, Gods, c'est clairement une lecture très ambitieuse, voire même parfois complexe. Mais Hickman réussit à nous intriguer et à nous porter tout au long du récit, même si oui, l'œuvre a ses limites. Puis graphiquement, désolé, c'est impeccable. Valerio Schiti est clairement l'un de mes dessinateurs préférés actuellement. En somme, Gods, c'est une œuvre ambitieuse qui redéfinit les limites de l'univers de Marvel et qui offre un sacré mélange entre la science et la magie. Le tout est porté par une narration et des illustrations de haute qualité, c'est pourquoi la 7e place lui convient plutôt bien. Un top 10 de comics sans le Chevalier Noir, vous êtes d'accord, ce n'est pas un top 10. Et bien que l'année a été plutôt calme pour ce dernier, je trouve, honnêtement, les séries régulières n'ont pas été incroyables ni révolutionnaires pour le personnage, il y a quand même un comics qui a réussi à sortir son épingle du jeu, et c'est un comics du Black Label avec Batman First Knight de Dan Jurgens et de Mike Perkins. L'histoire se déroule en 1939, une époque marquée par la Grande Dépression et la montée du fascisme. Batman débute sa carrière de justicier et enquête sur une série de crimes violents à Gotham City. Il découvre que les suspects sont des criminels décédés et enterrés, mystérieusement réanimés. Avec l'aide de l'enquêteur James Gordon, il parvient à comprendre l'origine de ces criminels réanimés et à les arrêter. Batman First Knight propose une reconstitution réussie de l'année 1939, tant sur le plan scénaristique que visuel. Dan Jurgens propose un récit efficace, ancré dans le contexte historique de l'époque, avec une ambiance pesante reflétant la montée des périls. Le personnage de Batman est dépeint à ses débuts encore faillible et en quête de ses méthodes, offrant une perspective rafraîchissante sur le héros. Et puis le dessin de Mike Perkins, appuyé par la colorisation sombre de Mike Spicer, évoque l'esthétique des films noirs avec des décors urbains détaillés et une atmosphère immersive. Transposer mon héros DC Comics préféré dans une époque antérieure, sachant que j'adore l'histoire avec un grand H, ça marche clairement sur moi. Donc oui, Batman First Knight est clairement ma meilleure lecture de Batman en 2024, sans hésiter. Même si vous allez le voir, on n'a pas fini de parler de Batman. Si
Si on m'avait dit que j'aurais mis ce comics dans mon top 10 et plus précisément à la 5e place, je ne vous aurais jamais cru. Déjà parce que je ne prévoyais pas du tout de l'acheter de base, mais surtout parce que je n'attendais rien de cette lecture qui était déjà sortie chez l'éditeur auparavant et que j'avais totalement raté. Je l'ai donc eu en service presse, donc je vais bien évidemment encore remercier Urban Comics pour cet envoi. Oui, c'est un comics Urban Comics et plus précisément un comics en grand format. Je parle de Middle West de Scott Young. Middle West est une série de comics scénarisée par Scott Young et illustrée par Rory Corona. L'histoire suit Abel, un jeune garçon vivant avec son père autoritaire et violent depuis le départ de sa mère. Après une dispute intense, son père se transforme en une créature semblable à une tornade, laissant une marque mystérieuse sur la poitrine d'Abel. Accompagné de son fidèle compagnon, un renard parlant, il s'enfuit alors pour échapper à la violence paternelle et entreprend un voyage à travers un monde fantastique. Au cours de son périple, il rencontre divers personnages, dont une ancienne voyante et un cirque itinérant, tout en cherchant à comprendre et maîtriser la colère qui grandit en lui. Un véritable périple explorant des thèmes profonds tels que la dynamique parent-enfant, la colère héritée et la quête de soi. Middle West, c'est pour moi la pépite de l'année. Un comics que je n'attendais vraiment pas et pourtant j'ai été totalement transporté par cette lecture. C'est une lecture intelligente et touchante qui offre une expérience de lecture totalement inégalable. Et honnêtement, si vous êtes fan de fantasy mélangée à des sujets profonds, cette lecture est clairement faite pour vous. Et puis regardez-moi ces pages, Rory Corona excelle très clairement et offre des pages saisissantes dans un style finalement très ressemblant à ce que peut faire Scott Young. Bref, je conseille, je reconseille et je re-reconseille Middle West. En 4e position, j'ai placé pour moi la meilleure lecture dans la continuité super-héroïque actuellement. Je parle bien évidemment de Batman Superman World Finest. Une lecture bien évidemment sortie chez Urban Comics. Eh bien oui, je vous avais dit qu'on reparlerait de Batman. Ce qui est bien avec Batman Superman World Finest, c'est que ce n'est pas vraiment une série dans la continuité. Oui, je sais, je me contredis avec ce que je vous ai dit précédemment, mais en fait, la série se déroule dans une période indéterminée de la continuité, offrant une approche intemporelle des personnages. Les récits présentent alors Batman et Superman affrontant ensemble diverses menaces, tout en mettant en lumière leur amitié et leurs différences méthodologiques. L'intrigue mêle action, mystère et éléments surnaturels, avec des apparitions de personnages emblématiques tels que Robin, Supergirl et d'autres membres de la Justice League. Le tout est proposé par l'équipe créative la plus prolifique du moment, à savoir Mark Waid et Dan Mora, et honnêtement chaque arc propose une histoire innovante, utilisant tout le lore des deux personnages, montrant que l'auteur a énormément de connaissances sur ces derniers. Si vous aimez ce duo, et je dirais même ces duos, parce qu'ici on a quand même le duo d'artistes qui est incroyable, Mark Waid, Dan Mora, c'est le duo hypant du moment, celui qui ne rate pratiquement rien, on a de l'excellent sur la continuité. Ce qui peut être une continuité. C'est pour moi la série incontournable sur les deux héros, même si malheureusement 3 lectures sont passées devant elle. On démarre le top 3 avec pour moi une totale découverte. Mon premier comics de Comics Initiative. Alors pour la faire courte, j'ai entendu parler de ce comics dans l'émission d'Encre et de Bulle, une émission à laquelle je participe de temps en temps, n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour la découvrir. Et j'ai totalement été happé par la critique qui a été faite. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un petit sentiment de rareté puisque le comics se vendait tellement bien et il y avait très peu de tirages qu'au final, beaucoup de librairies n'avaient plus ce tome. Alors bien évidemment, depuis, il a été réimprimé, bien heureusement. Je vais donc vous parler de The Good Asian, une édition d'ailleurs totalement incroyable, comme vous le voyez, avec un dos toilé. C'est vraiment magnifique. L'histoire se déroule en 1936 à San Francisco, au cœur du quartier de Chinatown. Edison Arc, détective sino-américain, est appelé à enquêter sur la disparition d'Ivy Shen, une femme liée à son père adoptif, Mason Coroway. Cette enquête le conduit à naviguer entre sa double identité culturelle et les tensions raciales exacerbées par la loi d'exclusion des Chinois de 1882. Tout en explorant les méandres de la communauté chinoise et les défis auxquels elle est confrontée. The Good Asian arrive à tout faire pour rendre une copie parfaite. Il arrive à fusionner les codes classiques du roman noir avec une exploration profonde des enjeux sociaux et raciaux de l'époque. Le scénario de Pornsak est riche en rebondissements, offrant une intrigue complexe qui maintient le lecteur en haleine. Les personnages sont finement développés, notamment Edison Arc, dont le conflit intérieur entre son devoir professionnel et son appartenance culturelle est particulièrement bien rendu. Pour moi, The Good Asian, excusez mon accent, est une œuvre remarquable, qui mélange habilement les enjeux du polar, mais aussi
tous les enjeux sociétals toujours pertinents. Il a été, comme vous le voyez, couronné par de prestigieux prix qui témoignent de sa qualité et de son impact dans le paysage du comics. Mais attention, ce n'est pas pour moi la meilleure lecture indépendante de cette année. Les comics d'horreur n'ont jamais été les comics que je préfère. Alors, bien évidemment, je ne suis pas très fan du genre. Déjà du côté du cinéma, je vais clairement vous le dire, je suis une flippette et j'ai horreur des films d'horreur. Pourtant, plusieurs comics m'ont marqué, vous avez pu notamment le voir dans ma vidéo spéciale Halloween. Petit instant promo, si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous conseille quelques comics d'horreur très intrigants et qui font vraiment flipper. Et c'est notamment le cas de World Tree de James Tynion IV et Fernando Blanco. En 1999, Gabriel et ses amis découvrent l'Undernet, une structure secrète cachée sous Internet. Ils documentent leur exploration sur un forum nommé World Tree. Cependant, l'Undernet est infiltré par une entité malveillante qui diffuse des contenus hyper violents, corrompant l'esprit de ceux qui les visionnent. Pensant avoir scellé l'Undernet, Gabriel et son groupe réalisent des années plus tard que la menace persiste, entraînant une vague de violence incontrôlable. Là où le récit est innovant, c'est par son exploration du côté obscur de la technologie et d'Internet. Le scénario de Tynion IV est comme absorbant, nous plongeant dans une atmosphère sombre et dérangeante, le tout avec une identité visuelle efficace, notamment avec ce système de bugs. On regrette presque qu'Urban ne l'ait pas sorti en grand format, car oui, j'ai trouvé cette lecture géniale. Le monde d'Internet, en étant créateur de contenu depuis 10 ans et en passant pratiquement ma vie sur Internet, est un monde que je connais bien. Et bien, d'en voir ces dangers que l'on connaît en soi, puisque ce sont des dangers qui existent déjà sur Internet, eh bien, c'est clairement original. En effet, ce titre offre une réflexion contemporaine sur les dangers potentiels d'Internet et des réseaux sociaux, mêlant habilement horreur technologique et critique sociale. Alors attention, hein, c'est même très violent. Mais l'ensemble de ces points font que c'est une lecture réussie, et finalement, cela m'a donné envie que d'une seule chose, découvrir le tome 2 qui arrive prochainement chez Urban Comics. Ce qui nous amène donc au top 1. Quelques mentions honorables qui auraient pu avoir leur place dans ce top de l'année, ça s'est joué à pas grand chose. Tout d'abord Avengers Twilight, qui certes propose quelque chose d'assez redondant puisqu'on suit l'équipe des Avengers dans le futur, mais un futur très différent de ce qu'on aurait pu imaginer, avec un Cap vieillissant, ayant perdu beaucoup de ses alliés. C'est bien écrit par Zdarsky, merveilleusement bien dessiné par Acuna, et clairement c'est pour moi le Dark Knight Returns de l'univers de Marvel. Le déviant autre récit de Tynion IV que j'ai énormément aimé, notamment par son côté thriller de Noël, l'histoire d'un tueur en série déguisé en Père Noël normalement arrêté, mais qui continue de sévir 50 ans plus tard. Comment cela se fait ? C'est tout l'intérêt de ce bijou en grand format. Enfin, Kaya, qui nous a offert ses 2 premiers tomes cette année, l'histoire de Kaya, une jeune chasseuse dotée d'un bras métallique mystérieux, chargée de protéger son demi-frère Jin pour l'escorter vers les îles des moines. Ce dernier est considéré comme le choisi, destiné à restaurer leur royaume déchu. C'est beau, captivant, et chaque personnage rencontré au cours de ce périple est une bouffée d'air fraîche à découvrir. Voilà, je vous conseille bien évidemment ces 3 comics, mais il est maintenant temps de passer au top 1. L'heure de connaître le comics qui m'a le plus marqué pendant l'année 2024. Et là, je vais peut-être en décevoir certains, mais je vais tricher un petit peu. Mon comics préféré de l'année 2024, c'est Fall of the House of X. Attendez, avant de me lâcher en commentaire, je vais vous expliquer. Alors oui, il y a sûrement le côté sentimental et émotionnel de se dire que c'est plusieurs années de lecture assidue qui arrive à sa conclusion. Mais c'est aussi pour moi l'une des meilleures périodes des X-Men qui m'a marqué du début jusque la fin. Alors oui, tout n'est pas bon. Il y a même une grande partie qui n'est pas bon, c'est vrai. Mais cette période Krakoa, initiée par Jonathan Hickman himself, a réussi ce que les éditeurs n'arrivent pas à faire en ce moment, créer un univers riche, interconnecté, et ramener tellement de mutants tout en les faisant évoluer. C'est une période incroyable, et il serait bon d'en faire une très grosse rétrospective, et c'est bien évidemment prévu prochainement sur la chaîne. On a eu des séries captivantes, un univers complet, des crossovers intéressants, même si loin d'être des classiques, mais en tout cas c'est 5 années de pur kiff, après de longues années sans vraiment d'intérêt pour ce qui est pour moi la plus grande équipe de super-héros. Enfin, équipe, ce n'est pas vraiment que ça, c'est clairement une nation, la nation mutante. Et même si je sais que je n'irai pas sur les prochains soft-covers de l'univers X-Men, et on en reparlera dans une prochaine vidéo, je retiens de Krakoa une période forte pour les mutants, mais aussi un plaisir de lecture puisqu'on a réussi à avoir un univers tellement bien construit, tellement bien organisé, tellement bien entremêlé, que c'est tout simplement ce que j'attends d'un comics, notamment d'un comics super-héroïque. Et même si pour moi la fin est un petit peu abrupte, elle m'a redonné espoir en le genre super-héroïque, puisque c'est pas qu'un simple
comics de super-héros. Il y a tellement, dès le départ, des sujets ultra importants, des sujets politiques, des sujets sur la question de vie ou de mort, qui sont marqués tout au long de cette période de Krakoa, mais aussi avec la présence de chaque mutant, aussi minime qu'il soit, des mutants qui ont chacun un rôle à jouer. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de tout relire dans quelques années. Déjà, tout relire d'une seule traite, parce que sûrement que j'ai dû louper certains détails, j'ai dû louper certaines choses. La connaissance X-Men, je l'ai développée que ces dernières années, notamment avec la collection X-Men de Hachette. Il y a beaucoup de mutants pendant cette période Krakoa que je ne connaissais pas, il y a beaucoup d'antécédents que je ne connaissais pas. Et même si pour moi, bien évidemment, il n'égale pas le run de Chris Claremont, on est d'accord. Et on est d'accord aussi que ce n'est pas un 100% de réussite. Il y a beaucoup de séries qui sont clairement en dessous, il y a des séries qui sont inutiles, il y a des séries qui n'ont pas grand-chose à raconter, il y a des séries qui n'ont même pas grand-chose à raconter. On est quand même sur du très très bon, ce qui fait clairement pour moi tout le charme du genre super-héroïque, et donc c'est ma meilleure lecture comics de l'année 2024. Et bien voilà, on est déjà à la fin de ce top 10 comics de l'année 2024, j'espère bien évidemment qu'il vous aura plu. Comme je le disais en introduction de cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous faire votre propre top 10 dans les commentaires, ça m'intéresse de découvrir quels sont les comics qui vous ont le plus marqué durant l'année 2024, et ça me donnera peut-être quelques idées de lecture que je n'ai pas encore faites. Comme je le disais aussi en introduction, on est aussi de retour un peu partout sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Dailymotion, mais aussi sur Twitch. N'hésitez pas à me suivre, il y aura des lives bientôt. Côté YouTube, je ne vais pas vous faire de belles promesses, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai énormément d'idées de vidéos et que je vais essayer de sortir ça tout au long de cette année 2025. Aussi bien des vidéos centrées sur le comics, centrées sur des reviews comics, centrées sur des sujets comics, que des vidéos aussi encyclopédiques, hein, bien évidemment, tout ce qui est tout savoir sur, etc. Ça va reprendre puisque c'est les vidéos qui marchent le plus, mais c'est aussi des vidéos qui m'intéressent énormément à faire. Et j'ai tellement de sujets, notamment des sujets liés au cinéma, puisqu'on va avoir une année très riche en termes de sorties cinématographiques. Vraiment, j'ai très très hâte de vous proposer tout ça. On va bien évidemment essayer de tout bien organiser, de pas trop s'éparpiller en matière de concept, etc. J'en ferai pas une vidéo pour vous en parler, pour faire un bilan de l'année 2024, etc. Pour moi, ça ne sert à rien. Il est temps pour cette année 2025 d'agir, donc vous découvrirez un peu tous les nouveaux formats et les formats qui resteront tout au long de cette année 2025, et j'espère bien évidemment que cela vous plaira. Et pour me le montrer, il n'y a qu'une chose à faire, n'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je n'ai que deux choses à vous dire. Lisez des comics et parlez-en autour de vous. À bientôt.